La soirée était censée être une célébration. Moreau et associés venaient de conclure la plus grosse fusion de l'histoire du cabinet, et chaque associé, collaborateur, ainsi que leur conjoint, avait été invité dans le vaste domaine de l'associé principal, Richard Moreau. Le manoir trônait sur 2 hectares de pelouse parfaitement entretenue, avec un pool à os, des cours de tennis et suffisamment d'espace pour que 200 invités puissent s'y mêler sans se sentir à l'étroit. J'ai ajusté ma cravate dans le reflet de la fontaine à champagne, regardant ma femme rire avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Elle était sublime ce soir-là, vêtue d'une robe bleu nuit qui épousait parfaitement ses formes, ses cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules. Nous étions mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 10, et il y avait encore des moments comme celui-ci où je n'arrivais toujours pas à croire qu'elle m'avait choisi. Ta femme met toujours autant d'ambiance, à ce que je vois, a dit Julien, l'un de mes collègues, en me tapant sur l'épaule. Tu es un homme chanceux. J'ai souri en hochant la tête. Je ne te le fais pas dire. Mais quelque chose clochait. Cela faisait des mois que je ressentais ce malaise, bien que je n'arrivasse pas à mettre le doigt dessus. Les séances de sport tardives qui s'éternisaient. Son téléphone qu'elle posait désormais face vers le bas sur toutes les surfaces. Sa façon d'être devenue presque trop attentionnée, trop affectueuse, comme pour surcompenser quelque chose. J'ai chassé ses pensées. Pas ce soir. Ce soir, il était question de célébration, de succès, et de profiter du fruit de toutes ces semaines de travail de 70 heures. Je vais reprendre un verre, ai-je dit à Julien, me dirigeant vers l'un des nombreux bars dispersés sur la propriété. Le barman, un jeune homme portant un gilet impeccable, a préparé mon whisky sourd avec une efficacité professionnelle. En attendant, j'ai de nouveau scruté la foule à la recherche de ma femme. Elle s'était déplacée du groupe près de la fontaine vers le bord de la piscine. Son verre de champagne était incliné d'une façon qui laissait deviner que ce n'était ni son premier, ni son deuxième. J'ai froncé les sourcils. Elle buvait plus dernièrement, elle aussi. Encore une chose sur la liste des changements que je cataloguais inconsciemment, refusant d'affronter le schéma qu'il pouvait former. Et voici pour vous, monsieur, a dit le barman en faisant glisser mon verre sur le comptoir en marbre. Je l'ai remercié et j'ai commencé à me faufiler à travers la foule. La fête avait ce bourdonnement agréable des gens qui réussissent et qui s'amusent, des rires, des tintements de verre, le doux quartet de jazz jouant près de la terrasse. Je me suis arrêté pour discuter avec quelques personnes, j'ai accepté les félicitations pour la fusion, j'ai fait la conversation sur les projets de vacances et la douceur exceptionnelle de la météo pour la saison. Quand j'ai cherché ma femme à nouveau, elle avait disparu. Rien d'inquiétant pour le moment. C'était une grande propriété, avec beaucoup de pièces. Elle était probablement aux toilettes ou en train d'admirer la collection d'art dont Moreau se vantait toujours. J'ai continué mon tour de la fête, m'arrêtant pour discuter de nos handicaps au golf avec l'un des vice-présidents, hochant la tête avec compassion pendant que le conjoint de quelqu'un se plaignait de son entrepreneur. 20 minutes ont passé, puis 30. J'ai vérifié la maison principale, les toilettes, les petits salons, et même la bibliothèque où quelques personnes s'étaient réunies pour fumer des cigares et discuter plus calmement. Aucune trace d'elle. De retour à l'extérieur, j'ai fait le tour de l'espace piscine, vérifié les cours de tennis où quelques collaborateurs ivres tentaient de jouer dans le noir. Rien. 45 minutes maintenant. Je lui ai envoyé un SMS, « Où es-tu » Le message s'est affiché comme distribué, mais pas lu. J'ai essayé de l'appeler, et suis tombé directement sur sa messagerie. Un sentiment de froid a commencé à s'installer dans mon estomac. Ce même instinct qui avait fait de moi un avocat reconnu. Cette capacité à sentir quand quelque chose n'allait pas, quand les faits ne concordaient pas. J'ai retrouvé Julien. « Tu as vu ma femme » Il a secoué la tête. Pas depuis un moment. J'ai vérifié la maison. Tous les endroits auxquels je peux penser. Il a dû remarquer quelque chose dans mon expression, car son sourire s'est effacé. Je suis sûr qu'elle va bien. Ce sont probablement juste des potins de salle de bain. Tu sais comment sont ces soirées. J'ai hoché la tête, mais le froid s'est intensifié. J'ignorais mon instinct depuis des mois, justifiant chaque comportement étrange, chaque incohérence. Mais debout au milieu d'une célébration qui me semblait soudain creuse, j'ai réalisé que j'en avais fini d'ignorer ce que mes tripes me hurlaient. Quelque chose n'allait pas du tout, et j'allais découvrir exactement quoi. Je me tenais sur la terrasse, mon whisky sourd intact suintant de la condensation sur ma paume, et je me suis forcé à réfléchir comme l'avocat que j'étais. Les preuves, les faits,
la logique. L'émotion obscurcit le jugement, et à ce moment précis, j'avais besoin de clarté plus que de toute autre chose. 1h15. Ma femme avait disparu depuis plus d'1 heure lors d'une fête où nous connaissions des dizaines de personnes, où elle aurait dû être en train de réseauter, de rire, de célébrer. Le genre de soirée d'où l'on ne disparaît pas simplement, à moins de le vouloir. J'ai sorti mon téléphone et ouvert notre application de localisation partagée. Nous l'avions configurée des années plus tôt, à l'époque où cela semblait être un truc de couple mignon, un moyen de se coordonner pour les trajets et de savoir quand l'autre rentrait à la maison. Je l'avais honnêtement oublié jusqu'à présent. L'application a chargé, et elle était là, un petit point bleu sur la carte, toujours sur la propriété. J'ai zoomé, essayant de comprendre la vue satellite. Le point l'a situé quelque part au-delà de la maison principale et de la piscine, au-delà des jardins à la française, dans la partie du domaine que je n'avais pas encore explorée, près de la maison d'amis, celle que Moreau avait mentionnée pendant la visite plus tôt dans la soirée. Celle qu'il avait rénovée pour les clients de passage et sa famille. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Il pouvait y avoir des explications innocentes. Elle prenait peut-être l'air, passait un appel loin du bruit, fuyait la foule pour un instant de paix. Mais elle ne répondait ni à mes SMS ni à mes appels. J'ai pris ma décision rapidement. Plutôt que de trébucher dans le noir, l'avertissant potentiellement de ma recherche, je devais être intelligent. J'ai trouvé l'une des coordinatrices de l'événement, une femme efficace avec une tablette qui avait géré le personnel de restauration toute la soirée. « Excusez-moi », ai-je dit, activant le charme qui avait convaincu d'innombrables jurys. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais ma femme ne se sent pas très bien et je crois qu'elle est allée s'allonger dans un endroit calme. Monsieur Moreau a mentionné qu'il y avait une maison d'amis. Je voudrais aller voir comment elle va. Mais je ne sais pas comment m'y rendre dans le noir. » Le visage de la coordinatrice s'est rempli d'inquiétude. « Oh, bien sûr. La pauvre. Oui. La petite maison se trouve juste après la roseraie, au bout de l'allée en pierre. Il y a de l'éclairage le long du chemin. Puis-je lui apporter quelque chose? De l'eau, de l'aspirine? Non, non. Je suis sûr qu'elle a juste besoin d'un instant. Merci beaucoup. » En m'éloignant, j'ai aperçu Moreau lui-même, tenant court près de la piscine. Quelque chose m'a fait m'arrêter, m'a poussé à l'observer un instant. Il riait, gesticulant avec sa flûte à champagne, jouant l'hôte magnanime. Mais de temps à autre, ses yeux se posaient furtivement vers l'arrière de la propriété, vers les jardins, vers la maison d'amis, vers l'endroit où se trouvait ma femme. Le sentiment de froid dans mon estomac s'est transformé en glace. J'ai suivi l'allée en pierre à travers la roseraie, mais pas silencieux sur les dalles lisses. Les sons de la fête se sont estompés derrière moi, remplacés par le chant des grillons et le doux clapotis d'une fontaine. La petite maison est apparue, une charmante bâtisse de pierre et de bois, dont les fenêtres diffusaient une lumière chaleureuse. Je me suis approché prudemment, en restant dans l'ombre. À travers la fenêtre, je pouvais voir ce qui semblait être un salon et des meubles de bon goût, une cheminée, des œuvres d'art sur les murs et ma femme, assise sur un canapé en cuir, la tête rejetée en arrière, éclatant de rire. Ses chaussures étaient retirées, ses jambes repliées sous elle. La coupe de champagne dans sa main était à nouveau pleine. Quelqu'un l'avait remplie pour elle. Ce quelqu'un était assis à côté d'elle, si près que leurs genoux se touchaient. Je l'ai reconnu immédiatement. Thomas Mercier, le protégé de Moreau, l'enfant prodige du cabinet qui était devenu associé junior en un temps record. Il était jeune, 32 ans peut-être, avec ce genre d'assurance facile qui venait du fait de n'avoir jamais échoué en rien. Pendant que je regardais, il s'est penché et a murmuré quelque chose à son oreille. Elle a ri de nouveau, posant sa main sur la poitrine de Thomas, ne le repoussant pas, mais s'attardant là, ses doigts écartés sur sa chemise. J'avais vu suffisamment de preuves au tribunal au cours de ma carrière pour savoir ce que je regardais. Le langage corporel, l'intimité, la façon dont ils gravitaient l'un autour de l'autre comme s'ils avaient déjà fait cela. Ce n'était pas un moment spontané. C'était confortable, familier. Depuis combien de temps? La question résonnait dans mon esprit. Depuis combien de temps cela durait-il? Toutes ces soirées tardives à la salle de sport, le rejoignait-elle? Tous ces appels face contre table, était celui qu'elle textait? Combien de fois l'avais-je embrassé pour lui dire au revoir le matin, pour ensuite aller travailler aux côtés de cet homme, partager des séances de stratégie et des pauses café pendant qu'il couchait avec ma femme. J'ai attendu, figé dans l'ombre, en observant.
La main de Thomas s'est déplacée vers son genou, glissant lentement vers le haut. Elle ne l'a pas arrêté. Au lieu de cela, elle a posé son verre de champagne et s'est tournée plus complètement vers lui. C'est à ce moment-là que je suis parti. Non pas parce que j'en avais assez vu. C'était le cas. Non pas parce que je ne pouvais pas supporter de regarder, bien que je ne le puisse pas. Je suis parti parce que je savais que les confronter maintenant, à ce moment précis, serait la pire décision possible. Ce serait émotionnel, désordonné, réactif, et j'étais un avocat. Je montais des dossiers. Je rassemblais des preuves. Je frappais quand j'avais l'avantage. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'avais déjà passé 3 appels. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. À la place, j'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville, l'une de ces chaînes haut de gamme où j'avais séjourné d'innombrables fois pour des dépositions et des procès. Le réceptionniste de nuit, Clément, m'a reconnu et a fait la conversation sur une affaire que j'avais gagnée, mais je l'entendais à peine. Mon esprit avait déjà 3 coups d'avance, planifiant, élaborant des stratégies, montant mon dossier. La chambre d'hôtel était anonyme et stérile, exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis assis sur le bord du lit, toujours dans mon costume, et j'ai passé le 4e appel de la nuit. David, c'est moi. J'ai besoin d'une faveur, et j'ai besoin que ça reste entre nous. David Lemaire était mon meilleur ami depuis la faculté de droit. Il pratiquait le droit de la famille tandis que je m'étais dirigé vers le droit des affaires, et nous avions plaisanté pendant des années sur le fait que nos spécialités signifiaient que nous ne serions jamais en concurrence. À présent, j'étais reconnaissant de ce choix. Il est minuit, a-t-il dit, mais sa voix était alerte. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un avocat spécialisé dans les divorces. Le meilleur. Tu sais, quelqu'un d'absolument impitoyable. Il y a eu un silence. Mon Dieu, tu es sérieux. Totalement sérieux. Et David, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse agir vite. Je veux que les papiers soient rédigés pour lundi matin. C'est dans 2 jours. Je sais quel jour on est. Un autre silence. Plus long cette fois. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté. Pas tout. Je n'arrivais pas vraiment à décrire ce que j'avais vu en détail, mais suffisamment. Sa colère en mon nom était palpable, même à travers le téléphone. Je connais quelqu'un, a-t-il fini par dire. Catherine Laurent. Elle s'occupe des divorces de grande fortune, elle est spécialisée dans les cas compliqués. Elle coûte cher, mais elle vaut chaque centime. Je l'appellerai à la première heure demain, je lui expliquerai la situation. Elle voudra te rencontrer immédiatement. Parfait. Et David, j'ai besoin de recommandations pour un expert comptable judiciaire et un détective privé. Tu penses qu'il y a plus? Je ne sais pas, mais je vais tout découvrir avant d'agir. Chaque détail. Je ne laisse rien au hasard. Je t'envoie des noms d'ici 1 heure. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de la chambre d'hôtel et je me suis autorisé à ressentir les choses. La trahison, l'humiliation, la rage. J'avais donné 8 ans de ma vie à cette femme. J'avais fait des horaires brutaux pour nous offrir une vie confortable, pour économiser pour l'avenir que nous avions planifié ensemble. Des enfants, disait-elle, peut-être l'année prochaine. Toujours l'année prochaine. L'avait-elle jamais pensé? Ou avais-je été le choix de la sécurité, le pourvoyeur stable, pendant qu'elle cherchait de l'excitation ailleurs? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Enfin, où es-tu? La fête touche à sa fin. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, j'ai reçu un appel d'un client. Situation d'urgence. J'ai dû partir. Ne m'attends pas. Je serai au bureau toute la nuit. Prends un Uber pour rentrer. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Ok. Je t'aime. Je t'aime. J'ai posé le téléphone sans répondre. Les 36 heures suivantes ont été un tourbillon d'actions calculées. Le samedi matin, j'ai rencontré Catherine Laurent dans son bureau. Elle avait accepté de venir un week-end après que David lui eut expliqué l'urgence. Elle était exactement ce dont j'avais besoin. Vive, clinique, sans aucune compassion pour les conjoints infidèles. Je comprends que vous vouliez agir vite, a-t-elle dit, les doigts croisés sur son bureau. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. La vitesse coûte plus cher et limite nos options.
Parce que chaque jour où je fais semblant de ne pas savoir est un jour où je dois dormir à côté de quelqu'un qui me ment depuis Dieu sait combien de temps, ai-je répondu d'un ton plat. Et parce que je ne veux pas lui laisser le temps de cacher des actifs ou de préparer sa propre défense. Catherine a souri, une expression de prédateur. Très juste. Dites-moi tout sur votre situation financière. Je l'ai fait. Les comptes joints, la maison que nous possédions en commun, mes plans d'épargne retraite, ses revenus nettement inférieurs provenant de son travail de consultante à temps partiel, le contrat de mariage dont nous ne nous étions jamais souciés parce que nous étions jeunes, amoureux. Et persuadés que nous durerions pour toujours. Des enfants? Non. Cela simplifie les choses. Des animaux de compagnie? Non. Encore mieux. Les liaisons n'ont généralement pas d'impact sur la division des biens selon le droit français, à moins que des fonds conjugaux n'aient été dépensés pour l'amant. Mais cela peut influencer la prestation compensatoire. Il nous faudra des preuves. Je les aurai. Le détective privé, un ancien officier de la PJ nommé Rousseau, m'a rencontré dans un café cet après-midi-là. Il a écouté mon histoire avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui avait déjà tout entendu. Les réseaux sociaux d'abord, a-t-il dit en sortant une tablette. Vous seriez surpris de ce que les gens croient être privés. Quel est le nom complet de votre femme? Je l'ai regardé naviguer à travers des bases de données dont j'ignorais l'existence, des registres publics, des références croisées sur les réseaux sociaux, des réseaux professionnels. En moins d'une heure, il avait trouvé 3 photos de ma femme et de Thomas ensemble lors de divers événements au cours des 6 derniers mois. Rien d'évidemment romantique, mais ils étaient là, encore et encore, en arrière-plan des photos d'autres personnes. Il me faudra quelques jours pour un rapport complet, a dit Rousseau. Historique d'appel, relevé de carte de crédit. Si vous pouvez m'obtenir un accès autorisé, cela accélérera considérablement les choses. J'ai pensé à la carte de crédit commune, celle dont j'étais le titulaire principal. Je peux vous obtenir ce dont vous avez besoin. Le dimanche matin, j'ai dit à ma femme que je devais retourner au bureau. Encore du travail d'urgence pour un client. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Bien sûr, chérie, a-t-elle dit distraitement. Je rejoins Claire pour le brunch de toute façon. Claire, sa meilleure amie. Je me suis demandé si Claire savait. Je me suis demandé combien de personnes savaient. Combien de fois j'avais été l'idiot qui entrait dans des pièces où les gens s'arrêtaient de parler, où des regards complices s'échangeaient dans mon dos. Au lieu d'aller au bureau, je suis allé dans un centre de self-stockage et j'ai loué un box. Ensuite, je suis rentré dans ce qui serait bientôt sa maison à elle seule, et j'ai commencé méthodiquement à emballer mes effets personnels. Les documents importants, les photos de famille sentimentale, la montre de mon grand-père, mon diplôme de droit, les choses qui comptaient pour moi, les choses dont je voulais m'assurer qu'elles resteraient miennes. J'ai travaillé soigneusement, ne prenant que ce qui m'appartenait incontestablement, ne laissant aucun vide évident qui aurait pu l'alerter avant que je ne sois prêt. Le dimanche soir, j'avais tout préparé. Catherine avait rédigé les papiers du divorce pour le lundi matin. Rousseau avait des résultats préliminaires confirmant ce dont j'avais été témoin, de nombreuses rencontres, des dépenses suspectes par carte de crédit dans des hôtels de la ville. L'entreprise de déménagement que j'avais engagée était programmée pour le lundi à l'aube. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lundi matin est arrivé avec une sorte de clarté cristalline qui rendait tout à la fois surréel et hyper réel. Je me suis réveillé à 5 heures, me suis douché, me suis habillé de l'un de mes meilleurs costumes, une armure pour ce qui allait arriver et j'ai rejoint le camion de déménagement dans un restaurant ouvert 24h24 à 3 rue de chez moi. Notre maison, bientôt juste sa maison, du moins jusqu'à ce que les tribunaux en décident autrement. Le chef d'équipe, un homme buriné nommé Thierry, qui avait vu sa part de drame domestique, a passé en revue le plan avec moi. On a déjà fait ça, m'a-t-il assuré. Rapide et professionnel. On vous aura déménagé en 90 minutes, maximum. Je leur avais donné une liste détaillée de ce qu'il fallait prendre. Mes vêtements, les meubles et l'équipement de mon bureau à domicile, mes livres, les quelques meubles que j'avais apportés lors du mariage. Rien de litigieux, rien qui pourrait être contesté au tribunal. J'étais juste, scrupuleusement juste, car je ne voulais lui donner aucune munition à utiliser contre moi plus tard. À 6h15, nous nous sommes garés devant la maison. Sa voiture était dans l'allée. Elle dormirait encore au moins 1 heure pour un lundi matin. Elle n'avait jamais été du matin.
J'ai déverrouillé la porte aussi silencieusement que possible, et les déménageurs se sont mis au travail avec une efficacité rodée. Ils avaient tout enveloppé dans des couvertures matelassées, leur mouvement était silencieux et rapide. Je me tenais dans mon bureau, mon ancien bureau, et je ne ressentais rien. L'engourdissement qui s'était installé en moi depuis le samedi soir ne s'était pas dissipé. C'était peut-être une bénédiction. Pendant que les déménageurs travaillaient, j'ai placé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine, maintenu par son mug à café préféré, pour qu'elle les voie immédiatement en descendant. Les papiers étaient exhaustifs. Catherine s'était surpassée dans un délai aussi court. Requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal et faute. Partage équitable des biens comme l'exige la loi française. Aucune demande de prestation compensatoire de la part des deux parties. Propre, clinique, définitif. Attachée au papier se trouvait une seule photographie, imprimée en couleur sur du papier photo. J'avais longuement hésité à l'inclure, me demandant si c'était mesquin, si cela me faisait passer pour un homme amer. Mais finalement, j'ai décidé qu'elle méritait de savoir que je savais. Que j'avais vu. Que ce n'était pas moi qui abandonnais un mariage, mais moi qui refusais d'être complice de ma propre humiliation plus longtemps. La photo venait de la maison d'amis, prise de l'extérieur par la fenêtre. Elle et Thomas sur le canapé, la main de ce dernier sur sa jambe, la tête de ma femme rejetée en arrière, riant aux éclats. Leur intimité était indéniable. En dessous, j'avais écrit de ma propre main, je sais. Et c'était tout. Aucune accusation, aucune récrimination, aucun épanchement émotionnel. Juste ces deux mots. À 7h30, le camion était chargé. J'ai marché à travers la maison une dernière fois. Cet endroit où je m'étais imaginé vieillir, où nous avions organisé des dîners et fêté nos anniversaires, où je l'avais porté par-dessus le seuil il y a 8 ans avec tant d'espoir et de joie. Dans la chambre, je pouvais entendre sa respiration douce, encore profondément endormie. Je suis resté dans l'encadrement de la porte un instant, regardant sa silhouette sous les couvertures. Une partie de moi, la partie qu'il avait aimée pendant 10 ans, voulait la réveiller, lui donner une chance de s'expliquer, de demander pardon, de promettre que cela ne se reproduirait plus. Mais je savais à quoi m'en tenir. J'avais vu trop de cas, entendu trop d'histoires. L'infidélité était rarement une erreur d'une seule fois. C'était un schéma, un choix répété encore et encore. Et même si elle suppliait, même si elle pleurait et jurait de changer, je savais que je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Chaque soirée tardive, chaque absence inexpliquée, chaque téléphone face contre table ressusciterait ce sentiment, cette sensation d'être évidé de l'intérieur, d'avoir été pris pour un idiot. Je méritais mieux qu'une condamnation à perpétuité de soupçons et de doutes. J'ai refermé la porte sans un bruit et j'ai quitté la maison pour la dernière fois. À 8h, j'étais dans le bureau de Catherine pour signer les documents. L'huissier de justice lui en remettra une copie à midi, a-t-elle expliqué. La procédure l'exige, même si elle aura déjà les papiers que vous avez laissés. D'ici cet après-midi, elle essaiera probablement de vous contacter. Je vous conseille vivement de ne pas répondre. Laissez-la contacter son propre avocat et nous gérons tout par les voies appropriées. Et si elle vient à mon nouveau domicile? Où séjournez-vous? Dans un appart-hôtel pour le moment. Je chercherai un appartement cette semaine. Parfait. Si elle se présente, ne la laissez pas entrer. N'engagez pas la conversation. Appelez la police si elle refuse de partir. Je sais que cela semble dur, mais vous devez vous protéger juridiquement. Toute communication entre vous deux à ce stade peut être utilisée au tribunal. Et pour le travail? J'appréhendais cette question. Thomas et moi travaillions dans le même cabinet. Bien que nous ne fassions pas partie de la même équipe, nous allions inévitablement nous croiser. C'est plus délicat. Vous ne pouvez pas dicter avec qui votre femme a des relations, même sur votre lieu de travail, et le confronter pourrait potentiellement affecter votre position. Cependant, s'il y a eu une quelconque utilisation abusive des ressources du cabinet, du temps de travail, des comptes de frais, ce genre de choses, c'est l'affaire des RH et des associés. J'ai réfléchi à cela. Je vais devoir en discuter avec la direction discrètement. Avez-vous un département des RH en qui vous avez confiance? Je fais confiance à notre associé dirigeant. Il est de la vieille école, très à cheval sur l'éthique et la réputation du cabinet. Bien. Documentez tout avant cette conversation, les dates, les heures, toutes les preuves que vous avez.
Fait-on une question d'exposition au risque pour le cabinet, pas un problème personnel. À 9 heures, j'étais au bureau. J'avais devancé la plupart de mes collègues, arrivant délibérément tôt pour éviter les questions sur la raison pour laquelle j'avais l'air d'avoir vieilli de 5 ans pendant le week-end. Dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à préparer ma documentation. À 9h30, mon téléphone a commencé à sonner. Son nom s'est allumé sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Immédiatement, un SMS, c'est quoi ce bordel? Un autre appel. Un autre SMS. Tu ne peux pas juste laisser des papiers de divorce et disparaître. Il faut qu'on parle. Puis, s'il te plaît, appelle-moi. C'est de la folie. J'ai retourné mon téléphone face contre mon bureau et je me suis mis au travail. À 10 heures, j'avais une réunion prévue avec Gérard Moreau, l'associé dirigeant. Avant d'y aller, j'ai reçu un email de Rousseau, le détective. Rapport initial 6 juin. Il y en aura d'autres, mais je pensais que vous voudriez voir ça au plus vite. J'ai ouvert la pièce jointe. Les relevés téléphoniques montraient des centaines de SMS entre ma femme et Thomas au cours des 6 derniers mois. Les relevés de cartes de crédit montraient des frais d'hôtel, des dîners coûteux, une chronologie de leur rencontre qui m'a retourné l'estomac. 6 mois au minimum, probablement plus. J'ai enregistré le fichier, j'ai repris mes esprits et je me suis rendu dans le bureau de Moreau. Gérard Moreau pratiquait le droit depuis avant ma naissance, un titan aux cheveux d'argent de la communauté juridique, dont la poignée de main pouvait sceller un accord et dont la désapprobation pouvait détruire une carrière. Il a levé les yeux de son ordinateur quand je suis entré, ses lunettes de lecture perchées sur le nez, et a fait un geste vers la chaise en face de son immense bureau en chêne. « Vous avez une mine affreuse », a-t-il dit sans détour. « Que se passe-t-il » J'avais répété cette conversation une douzaine de fois dans ma tête, essayant de trouver le juste équilibre entre le professionnel et le personnel, entre me protéger et ne pas paraître vindicatif. Finalement, j'ai opté pour la franchise. Je demande le divorce, ai-je dit. Ma femme a une liaison avec quelqu'un de ce cabinet. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche avant que cela ne devienne la rumeur du bureau. L'expression de Moreau n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Je vois. Je suis désolé de l'apprendre. Avec qui? Thomas Mercier. Cette fois, le visage de Moreau a changé. Il a lentement retiré ses lunettes, les a posées sur le bureau et s'est adossé à son fauteuil. Vous en êtes certain? J'ai des preuves photographiques, des relevés téléphoniques et des relevés de cartes de crédit montrant des séjours à l'hôtel. À moins qu'il n'ait mené un partenariat commercial intensif dont je ne serais pas au courant, oui, j'en suis certain. Thomas est-il au courant? Non, pas encore. Ma femme l'a découvert ce matin. J'imagine qu'elle l'a déjà contacté. Moreau est resté silencieux pendant un long moment, les doigts croisés sous le menton. Vous comprenez que cela me place dans une position difficile. Thomas est associé dans ce cabinet. Je ne peux pas le licencier sur la base de ses relations personnelles. Je ne vous le demande pas. Mais j'ai pensé que vous deviez savoir que cette liaison a été menée au moins partiellement sur les heures de bureau, et possiblement en utilisant les ressources du cabinet. Mon enquêteur est encore en train de finaliser un rapport complet. Mais il y a des frais d'hôtel pendant les heures de travail, et des dîners passés en note de frais qui semblent avoir été pour 2 personnes plutôt que pour des réunions clients. Si vous voulez vérifier cela par vous-même avant de prendre une quelconque mesure, je comprends. Et qu'attendez-vous de cette conversation? Je veux que vous soyez au courant pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Et sur le plan professionnel, j'ai besoin de l'assurance que cela n'affectera pas ma position au cabinet. J'ai consacré 14 ans à cet endroit. Je ne vais pas laisser son infidélité me coûter ma carrière en plus. Moreau a lentement hoché la tête. C'est de bonne guerre. Et vous avez ma parole. Cela n'aura aucun impact sur votre statut ici. Quant à Thomas. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Je vais devoir examiner la situation. Si les ressources du cabinet ont été utilisées abusivement, c'est un problème distinct de sa conduite personnelle. Mais quoi qu'il en soit, j'apprécie que vous m'en ayez parlé directement plutôt que de laisser cela devenir un spectacle. J'essaie de gérer cela avec autant de dignité que possible. Vous vous en sortez mieux que la plupart des gens dans votre situation, a dit Moreau en se levant et en me tendant la main. Prenez tout le temps dont vous avez besoin cette semaine. Et si vous avez besoin d'une recommandation pour un bon avocat spécialisé dans les divorces,
j'en connais plusieurs. Je suis déjà représenté, mais je vous remercie. En quittant son bureau, j'ai ressenti un léger soulagement. Au moins, ma vie professionnelle était assurée, même si ma vie personnelle implosait. De retour à mon bureau, mon téléphone affichait 17 appels en absence et plus de 30 messages. Je les ai fait défiler sans en lire la plupart. Colère, déni, supplication, encore de la colère. Quelques-uns provenaient de numéros que je ne connaissais pas. Probablement ses amis, peut-être sa famille. Un message sortait du lot cependant, il venait de Thomas. Il faut qu'on parle. Ça n'a pas besoin d'être houleux. J'ai failli rire devant tant d'audace. Il couchait avec ma femme depuis au moins 6 mois et il pensait que nous pourrions avoir une conversation civilisée à ce sujet, que nous pourrions en quelque sorte négocier cela comme un accord commercial. Au lieu de répondre, j'ai transféré le message à Catherine avec une note pour le dossier. Vers 13 heures, on a frappé à la porte de mon bureau. Julien, mon collègue de la fête, a passé la tête. « Salut, tu as une minute ?» « Bien sûr. » Il a fermé la porte derrière lui et s'est assis, l'air mal à l'aise. « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, et tu n'es pas obligé de me le dire si tu n'en as pas envie. Mais le bruit court que toi et ta femme vous vous séparez, et Thomas vient d'être convoqué dans le bureau de Moreau en ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Alors, je suppose que tout est lié. Et je voulais juste que tu saches que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord ? » Cette gentillesse inattendue a failli percer ma carapace d'engourdissement. Merci, Julien. J'apprécie vraiment. Pour ce que ça vaut, beaucoup d'entre nous avions des soupçons à propos de Thomas. Eh bien, nous ne savions tout simplement pas comment te le dire, ni même si nous le devions. Je suis désolé. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau et j'ai laissé cette information faire son chemin. Les gens savaient. Les gens se doutaient de quelque chose. Et personne n'avait rien dit parce que c'était gênant, parce qu'ils ne voulaient pas s'en mêler, parce qu'il était plus facile de détourner le regard. Je ne leur en tenais pas rigueur. J'aurais probablement fait la même chose. À 17 heures, j'avais fini de faire semblant de travailler. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers l'appart-hôtel qui serait ma maison dans un avenir proche. La chambre était propre et anonyme, une page blanche. Cela semblait approprié. Mon téléphone a de nouveau sonné. Son nom. Cette fois, j'ai décroché. Enfin, a-t-elle soufflé. Il faut qu'on parle. C'est complètement fou. Tu ne peux pas juste. Je peux, les jeux interrompus. Et je l'ai fait. Tu auras des nouvelles de mon avocate. Toute communication doit passer par elle. Je mérite une chance de m'expliquer. D'expliquer quoi? Que je n'ai pas vu ce que j'ai vu? Que la photo est un montage? Que 6 mois de visite à l'hôtel étaient tous des coïncidences? Silence. Puis, doucement, depuis combien de temps es-tu au courant? Assez longtemps pour faire les choses correctement. Assez longtemps pour me protéger. Assez longtemps pour réaliser que la femme que j'ai épousée n'aurait pas fait ça, ce qui signifie que je ne sais plus qui tu es. Ce n'est pas. Ça ne voulait rien dire. Elle pleurait maintenant. C'était une erreur. J'étais perdu et il était là, et tu travaillais tout le temps, et je me sentais tellement seul. Arrête. Je ne veux pas entendre tes justifications. Je ne veux pas entendre comment c'est, d'une certaine manière, en partie ma faute parce que je travaillais dur pour nous offrir une belle vie. Je ne veux rien entendre de tout ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons aller voir un conseiller conjugal. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas. C'est fini. Signe les papiers. Prends ton propre avocat et terminons ça avec le peu de dignité qu'il nous reste. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des jours suivants, les pièces du puzzle se sont mises en place. Thomas a été mis à pied pendant que le cabinet enquêtait sur son utilisation des ressources de l'entreprise. Apparemment, il avait facturé plusieurs séjours à l'hôtel et des dîners coûteux sur sa carte professionnelle, en prétendant qu'il s'agissait de frais de représentation pour des clients. Lorsqu'aucune réunion client correspondante n'a pu être vérifiée, il a été licencié. Ma femme a engagé un avocat qui a tenté d'obtenir une part plus importante des biens, affirmant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour notre mariage. Catherine a démoli cet argument avec des preuves de ses contributions minimes aux revenus de notre foyer, et le fait qu'elle avait dépensé des fonds du couple pour sa liaison.
Le divorce a avancé dans le système avec une rapidité surprenante. Pas d'enfants, pas d'actifs compliqués au-delà de la maison et de nos plans d'épargne retraite. Nous avons trouvé un accord à l'amiable. Elle a gardé la maison mais a dû me verser une soulte pour racheter ma part. J'ai gardé mes plans d'épargne intacts. Nous avons divisé les autres biens à 50-50e. 8 mois après cette soirée, je me tenais dans un tribunal et j'écoutais un juge dissoudre mon mariage en quelques coups de stylo. Mon ex-femme n'était pas là. Elle avait renoncé à son droit de comparaître, probablement incapable de m'affronter après tout ce qui avait été révélé lors de la mise en état. En sortant du palais de justice, sous le grand soleil d'un après-midi d'automne, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Du soulagement. Pas encore du bonheur, mais le soulagement que ce soit terminé, de pouvoir enfin commencer à me reconstruire sans le poids de la trahison pour m'entraîner vers le fond. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David. C'est fait? J'ai répondu, c'est fait. On va boire un verre ce soir pour fêter ça. J'ai esquissé un léger sourire. Ouais, j'en aurais bien besoin. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec des baies vitrées et une vue sur les toits de la ville. Il était plus petit que la maison que j'avais partagée avec mon ex-femme, mais il était entièrement à moi. Chaque meuble, chaque tableau au mur, chaque choix reflétait qui j'étais, et non pas qui nous avions été ensemble. J'avais appris par la rumeur qu'elle et Thomas avaient tenu environ 2 mois après la finalisation de mon divorce avant que leur relation n'implose de façon spectaculaire. Apparemment, tromper son conjoint ensemble ne constituait pas des fondations suffisantes pour construire quelque chose de vrai. Qui l'eût cru? Je n'ai pas tiré de plaisir de leur échec, mais je ne l'ai pas déploré non plus. Il faisait partie d'un chapitre de ma vie qui était désormais clos. Un soir, assis sur mon balcon avec un verre de vin, regardant le soleil se coucher sur la ville, j'ai réalisé quelque chose. J'allais bien. Mieux que bien, en fait. L'engourdissement s'était dissipé, remplacé par quelque chose de plus solide. De la paix, peut-être, ou simplement la satisfaction discrète de savoir que j'avais géré le pire moment de ma vie avec intégrité. Je ne m'étais pas emporté, je n'avais pas cherché à me venger au-delà de ce qui me revenait de droit, je ne m'étais pas donné en spectacle. J'avais monté mon dossier, exécuté mon plan et j'étais parti en gardant ma dignité et le respect de moi-même intact. Et au bout du compte, c'était ce qui importait le plus. Mon téléphone a vibré avec une notification d'une application de rencontre à laquelle je m'étais récemment inscrit, principalement sous l'insistance de Julien qui me disait que je devais me remettre en selle. Un message de quelqu'un dont le profil m'avait fait sourire, dont les intérêts correspondaient aux miens, qui semblait authentique et gentil. Je l'ai ouvert, j'ai lu son salut amical, et je me suis surpris à lui répondre. Le passé appartenait au passé. Il était temps de commencer à construire quelque chose de nouveau.